Bonjour, troisième épisode de notre série sur les bizarreries de la philosophie. Je vous rappelle très rapidement là où nous en sommes. Première séance, je vous ai présenté les bouquins de philo, de cours, à propos de la notion de la liberté. En vous disant qu'en gros, il procède de la façon suivante. Première partie, les conceptions classiques de la liberté, l'homme est libre, sinon il n'y a pas de morale, il n'y a pas de sens de la vie, on est des animaux comme les autres. Deuxième partie, bon finalement cette liberté au sens de libre arbitre, elle n'est pas évidente. Spinoza en doute très fortement. Et troisièmement, le plus étonnant, on va quand même laisser tomber Spinoza parce que tout ça c'est un peu horrible, donc on va revenir à la première partie, et on va garder les idées classiques de Descartes. Donc justement, seconde partie, je vous ai expliqué ce qu'on appelle les idées classiques, qui sont représentées par Descartes, mais il y a toute une tradition philosophique qui dit presque la même chose, en tout cas qui garde le noyau. Le noyau, c'est que l'homme possède un libre arbitre. Alors, toute la tradition, elle part de Saint-Augustin, en passant par Saint-Thomas, elle arrive à Descartes, ensuite Rousseau, puis Sartre. Donc, vous voyez, 4e siècle après Jésus-Christ jusqu'au 20e, on garde cette idée que l'homme possède un libre arbitre. Donc j'avais essayé de vous expliquer ce que c'était que ce libre arbitre, et en vous montrant comment, si on prend la thèse de Descartes, on peut considérer que il y a trois façons de l'utiliser. Alors, justement, je vous avais dit qu'aujourd'hui on en douterait de ces trois façons d'utiliser ce libre arbitre, et surtout qu'on peut même douter de son existence. Alors, pour ceux qui aiment un peu les difficultés, il y a une façon très simple de procéder. Vous allez lire ce qu'on appelle la lettre à Schuller. Schuller, c'était un correspondant de Spinoza. Dans cette lettre, vous avez résumé toute la thèse de Spinoza à propos du libre arbitre. C'est un texte étrange pour les non-initiés parce que il est question d'une pierre qui dévale une pente, et cette pierre, c'est un peu une pierre de science-fiction, elle devient consciente à un moment de la descente, etc., etc. Mais voilà, si vous aimez un peu les choses mystérieuses, allez lire cette lettre. Moi, je vais reprendre ce qu'on a raconté sur Descartes en le critiquant d'un point de vue spinoziste. Donc, si vous vous souvenez, j'espère que vous avez suivi, première façon d'être libre pour Descartes, on appelle la liberté d'indifférence, c'est-à-dire j'hésite totalement entre deux choses, mais comme je suis libre, je peux choisir l'une ou l'autre. Alors, qu'est-ce que nous dirait Spinoza là-dessus? Eh bien, il nous dirait deux choses. Il nous dirait que, premièrement, cette situation, pour l'homme, mais on s'intéresse à l'homme, on va dire pour l'homme, elle est extrêmement rare, et qu'elle est tellement rare qu'en général, effectivement, je vais à droite ou je vais à gauche, mais sans l'avoir choisi. Autrement dit, cette situation est tellement rare qu'elle n'existe quasiment pas, et que en général on est déterminé à aller à droite ou à aller à gauche. Alors au cas où cette situation d'indifférence existerait, que se passerait-il? Eh bien, il se passerait ce qui se passe quelquefois, c'est-à-dire que l'homme, même l'homme, autrement dit il serait comme les autres animaux, ne ferait rien. Exactement comme l'âne de Buridan. Et ça tombe bien, j'ai des exemples. Je pense toujours à un ami qui, pendant plusieurs années, a hésité entre rester auprès de sa femme ou la quitter. Voilà, plusieurs années. Donc, alors pourquoi Si c'était si simple de choisir, j'aurais pu dire, allez hop, je choisis. Spinoza vous dit non, il n'y a pas de choix. La logique de l'homme, c'est d'aller à gauche parce qu'il y a quelque chose qui l'attire plus, parce qu'il y a quelque chose qui, peu importe, qui lui fait plus peur à gauche, parce qu'il a été plus influencé pour aller à gauche, mais de toute façon, il y a quelque chose. Ou aller à droite. Là, il n'y a rien. Eh bien, mon ami là, restait exactement au même niveau. Et qu'est-ce qui a fait qu'un jour, il choisisse de rester ou de partir? Un élément nouveau a fait peser la balance d'un côté plutôt que d'un autre.
Si cet élément-là était arrivé bien plus tôt, ce sera entre guillemets décidé bien plus tôt. Mais il n'y a pas eu de choix. Hein. La balance était totalement équilibrée. Donc voilà, hein, je réfléchis là, bah oui ça m'attire, mais je réfléchis là, ça m'attire, bah oui mais je réfléchis là, ça m'attire, et donc ça ne bouge pas. Jusqu'à ce qu'un élément, hein, alors cet élément ça peut être n'importe quoi, ça peut être que sa femme a piqué une crise encore plus grave que d'habitude, ça peut être que un ami extrêmement influent l'a influencé plus que d'habitude, ou qu'il a réfléchi une nouvelle fois et que cette 299e fois a été plus forte que la 298e, peu importe. Il y a eu un élément qui a fait plus la balance. Et tout naturellement, je vais dire, même si c'est un élément pas très très fort, dès que vous avez 51 kg sur un plateau et 49 de l'autre, de toute façon, la balance penche plus vers les 51 kg. Voilà, ça c'est pour la liberté d'indifférence. Alors passons à la seconde, la liberté irrationnelle. Alors, vous vous rappelez, Gilles des Caves du Vatican, dans le Cave du Vatican, l'Afcadio monte dans un train et puis fait quelque chose qu'il n'a absolument pas envie de faire, soi-disant, et il tue une personne. Bon. Alors Gilles dit fantastique, c'est un acte gratuit, et on peut imaginer que c'est une preuve de libre arbitre. Qu'est-ce que vous dirait Spinoza? Spinoza vous dirait, ce qu'il dit à chaque fois, enfin c'est comme ça que je présente Spinoza dans mes cours, quand vous avez un problème pour savoir si on est libre ou pas, posez-vous la question pourquoi. Finalement, l'Afcadio, l'assassin, pourquoi a-t-il commis ce meurtre? Pour rien? Non, pas pour rien. Parce que dans les caves du Vatican, avant de commettre le meurtre, il y a à peu près une page de réflexion concernant justement le meurtre. Tiens, j'ai entendu parler de l'acte gratuit, et ce serait intéressant que moi je sois le premier à en commettre un, etc. etc. Autrement dit, tout simplement, le déterminisme qui pousse l'Afcadio à agir, c'est absolument pas un pouvoir de libre arbitre, c'est l'idée qui influence très fortement qu'il pourrait retirer beaucoup d'orgueil s'il était le premier à commettre ce qui aux yeux des autres apparaîtrait comme un acte gratuit, mais qui n'en est pas un. Un acte gratuit, c'est un acte qui n'a aucune raison. Là, cet acte-là, il a une très forte raison de se produire, c'est que l'Afcadio a besoin de reconnaissance et a besoin d'apparaître à ses yeux comme le premier ayant commis un acte gratuit. Ça, c'était la deuxième situation. On finit avec la troisième liberté cartésienne. Descartes dit, voilà, j'ai mes goûts qui me poussent vers quelque chose, mais comme je sais que je pourrais choisir l'inverse, je n'ai pas besoin de le choisir parce que c'est absurde, donc je choisis, je consens à suivre ce qui me plaît, mais je le fais librement. Descartes, Spinoza vous dirait quoi? Vous dirait, c'est bien joli, mais c'est pas possible. Autrement dit, quand j'hésite entre deux choses, je peux avoir l'idée, j'hésite entre le noir et le blanc, j'aime beaucoup le noir, j'aime pas le blanc, je peux avoir l'idée que je vais choisir le blanc. Et en général, on a cette idée, on se dit, mais non, j'aime beaucoup le noir, mais je pourrais, conditionnel, je pourrais choisir le blanc. Mais en réalité, deux choses, vous n'allez pas le choisir. Vous n'êtes jamais en face de deux choses, vous aimiez l'une, vous n'aimez pas l'autre, choisis celle que vous n'aimez pas. Et même au cas où vous n'aimez pas le blanc, vous allez choisir le blanc. Je vais vous demander pourquoi. Et réfléchissez, ou alors vous êtes complètement fou, mais ça n'a jamais été une définition de la liberté, ou alors vous avez une raison. Vous avez une raison cachée, qui est en réalité plus forte que votre amour pour le noir. Et ça ne vous fait pas choisir le blanc. Ça, si j'avais su l'existence de cette raison avant de vous parler, et si j'avais su l'intensité de cette raison, j'aurais certainement pu prévoir que vous alliez prendre la chose blanche. Voilà comment on peut casser les trois formes de liberté décrites par Descartes, et comment on peut expliquer en réalité tous nos actes et toutes nos pensées, sans faire appel à cette idée de libre arbitre. Et j'y viens toutes nos pensées, parce que des fois j'explique la thèse concernant les actions humaines, les élèves me disent comprendre, et puis d'un seul coup, j'ai quand même, je sens très bien que les élèves doutent au niveau de la liberté de penser. Ils me disent oui, mais alors, oui, d'accord, tout ce que vous avez dit, ok, mais la liberté de penser,
chanson, voilà. La liberté de penser, là quand même, on pense ce qu'on veut. Oui, bien entendu, oui, oui. Mais je finirai là-dessus. Si vous pensez fortement que la droite est très très bien, je vous mets au défi de choisir que la gauche est très très bien. Si vous pensez fortement que l'abbé Pierre est quelqu'un de bien, je vous mets au défi de choisir de penser que l'abbé Pierre n'est pas quelqu'un de bien, etc., etc. Donc, vous voyez bien que ce que vous pensez, vous êtes obligé de le penser. Parce que vos pensées, c'est vous.